Raphaël Jérusalemi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J comme tous les lundis matins. Vous êtes analyste de défense, notamment sur I24 News et sur LCI. Et on balaye bien sûr avec vous chaque lundi matin l'actualité en Israël. Tsahal se prépare à envoyer une troisième division à Gaza et l'armée israélienne annonce avoir lancé une nouvelle offensive terrestre à Beit Hanoun au nord de Gaza. Pourquoi faire? Que faut-il en attendre précisément? Pour l'instant, c'est juste le début de quelque chose, dans la mesure où le nouveau chef de l'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, demande au gouvernement de l'autoriser à mener l'offensive que lui voudrait mener et qui impliquerait même une quatrième division, et avec 4 divisions à la fois, simultanément, attaquer toute la bande de Gaza, non pas commencer par, comme ça a été par le passé, par le nord, puis poursuivre vers le centre jusqu'au sud, jusqu'à Rafah, mais bien toute la bande de Gaza attaquée de front par 4 divisions, avec un rôle très important des tanks, des blindés, puisque le général Zamir est lui-même un ancien des blindés, et donc il attend du gouvernement le feu vert. Pour lui, la pression militaire exercée sur le Hamas pour libérer les otages n'est pas suffisante, ne fait pas le travail. Il faut donc l'accroître, l'intensifier, et on assiste maintenant donc à un enrôlement de réservistes à nouveau. Les mêmes réservistes qui ont malheureusement déjà pendant des mois été enrôlés pour se battre à Gaza sont de nouveau convoqués pour une offensive de masse qui n'a pas encore lieu pour l'instant. Pour l'instant, on reste dans donc des théâtres d'opération limités, ce qui semble effectivement ne pas porter de fruits. Offensive de masse, offensive terrestre de masse, Raphaël Jérusalemi, cette offensive terrestre de masse, elle aurait lieu partout en même temps, simultanément dans la bande de Gaza? Oui, et absolument, c'est le plan préconisé par le général Zamir, parce que lui a trouvé un petit peu illogique, et je suis d'accord avec lui, qu'on attaque par le passé le Hamas seulement par étapes, et surtout qu'on commence par le nord pour finir par le sud, alors que Rafah, c'est la ligne de vie et de survie du Hamas. Et si déjà on devait procéder par étapes, c'est plutôt par le sud qu'il faut commencer, c'est par assurer sur la frontière avec l'Égypte, puis remonter vers le nord. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas. On prévoit d'ailleurs des zones humanitaires dans plusieurs endroits de Gaza pour que les civils puissent se réfugier durant les combats. Et puis il y a donc ce rôle important des forces terrestres massives avec, d'après le ministre de la Défense Israël Katz, une possibilité d'annexer et d'occuper une partie de Gaza, et justement le nord. C'est-à-dire une partie du nord de Gaza, proche de la frontière avec Israël, serait carrément investie et occupée par ça. Réinvestir, occuper la bande de Gaza, qu'est-ce que ça apporterait concrètement? Est-ce que ces opérations massives contre le Hamas, réoccuper la bande de Gaza, est-ce que ça peut pousser le Hamas à libérer les otages? Le Hamas doit se sentir suffisamment menacé. D'un autre côté, pour l'instant, eux, ils savent que s'ils libèrent les otages, ils n'ont plus aucune carte en main à jouer. Et donc, ils les libéreront seulement à un prix extrêmement coûteux, qui sera exactement le contraire de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ils exigeront le retrait des troupes de Tsahal hors de la bande de Gaza. Eux, ce qu'ils veulent maintenant, c'est leur survie politique et militaire. C'est leur propre peau qui est en jeu, en fin de compte. Ils ont monnayé les otages à un prix extrêmement élevé. Eux réclament, et on ne sait pas s'ils bluffent ou si c'est vrai, de continuer les phases qui avaient été prévues des accords, de passer à la phase 2. On ne passe pas à la phase 2, la phase 2 a été annulée. Il y a un calcul ici stratégique, donc de ne pas continuer avec ce qui avait été décidé et de passer aux militaires. Alors il est évident que le Hamas a constitué un obstacle important, mais il n'est pas le seul obstacle. Je rappelle qu'au sein du gouvernement israélien actuel, il y a des ministres, on les connaît, qui ne seront pas pour s'occuper des otages,
mais bien pour reconquérir Gaza, pour y établir des implantations et qui n'ont pas à cœur d'avoir en priorité cette libération d'otages et qui ne sont pas prêts à payer le prix qu'ils jugent trop élevé en libération de terroristes palestiniens, en aide humanitaire et j'en passe, prix trop élevé à leur avis pour la libération de ces otages. Ce n'est pas partagé, on le sait par les sondages maintenant, par la population israélienne qui a plus de 70% pense que c'est la grande priorité, ce sont les otages et certainement pas de conquérir un bout de Gaza ou d'implanter quelque chose à Gaza. Ça peut, de toute façon, même si un jour c'est fait, ça peut attendre. Raphaël Jérusalemi, justement, dans cette perspective-là, votre œil d'expert en matière de renseignement et de sécurité, vous connaissez bien le terrain, vous connaissez bien aussi les groupes terroristes. Qui a raison là-dedans? Est-ce que c'est le chef d'état-major de Tsahal qui a raison de vouloir réinvestir la bande de Gaza? Est-ce que c'est des propos comme ceux du ministre de la Défense qui a prévenu le Hamas comme quoi s'il ne rendait pas les otages, eh bien Gaza serait entre guillemets réoccupé par morceaux par Israël? Ou alors est-ce que c'est les manifestants dans les rues en Israël de ces derniers jours qui manifestent contre la politique actuelle du gouvernement et pour la libération des otages? Bien, je crois que chacun joue son rôle dans ce bras de fer avec le Hamas. Le plan militaire avec le chef de l'état-major, le ministre de la Défense en politicien qui envoie des messages, des signaux menaçants ou inquiétants au Hamas, et les manifestants qui expriment l'opinion populaire israélienne. Chacun, à sa manière, tente de pousser à la roue, de faire ce qu'il a à faire, mais il est évident qu'il s'agit ici d'un problème sécuritaire, militaire, et que celui qui doit décider, celui qui sait sur le plan professionnel ce qu'il faut faire, enfin du moins on l'espère, eh bien c'est le général Zamir, c'est le chef de l'état-major de Tsahal. Nous sommes ici dans une guerre, nous sommes ici dans un conflit armé, et c'est donc aux militaires de venir avec des plans cohérents, des plans importants qui doivent ensuite être autorisés évidemment par le gouvernement. 535 jours de guerre, Raphaël Jérusalemi, déjà 535 jours de guerre. Quand est-ce que Israël considérera avoir fait le travail pour que les communautés du Sud soient à l'abri et que le Hamas ne représente plus une menace? À quel moment? Alors ça, je rappelle que lorsque, après le 7 octobre, Tsahal est rentré dans Gaza, l'armée a bien précisé qu'il faudrait au moins 2 ans pour atteindre l'objectif de démantèlement militaire puis politique du Hamas. Donc on n'a pas encore atteint les 2 ans, si vous voulez, et qu'il y aurait, à leur estimation au départ, 3000 morts parmi les rangs de Tsahal. Donc ça, c'était l'estimation au départ. Donc on est loin d'avoir terminé le travail. On sait qu'il y a beaucoup à faire. Sur le plan militaire, beaucoup a été fait. On est témoin d'énormément de commandants et de postes clés du Hamas qui ont été éliminés, qui ont été appréhendés. Le Hamas est affaibli. Le Hamas est au bord il a déjà perdu militairement, mais il est au bord de la défaite totale militaire. Donc maintenant, ce qui manque, et ce qui a manqué cruellement durant ces derniers mois, c'est une décision aux politiques de par quoi et par qui le remplacer. Il n'y a jusqu'à présent, pour l'instant, aucune alternative d'envisager au Hamas. Est-ce qu'elle existe, Raphaël Jérusalemi, cette alternative? Elle existe dans la mesure où il faut, à mon avis, prendre n'importe quelle alternative, certainement pas l'alternative de réoccuper Gaza. Gaza, c'est une épine dans le pied. Il faut prendre n'importe quelle alternative, des Nations Unies, des gens de l'Arabie Saoudite, qui s'est d'ailleurs proposé, des mercenaires même privés. Peu importe, il faut nous sortir de ce bourbier, fermer la porte, jeter la clé. Dernière question, Raphaël Jérusalemi. En quoi réoccuper Gaza, ce serait une épine dans le pied pour Israël? Bien, parce que sur le plan politique, c'est peut-être jouable. On pourrait annexer, en fin de compte, la frange du gouvernement actuel qui veut faire cela, veut annexer la Judée-Samarie
et annexer Gaza. En fin de compte, les territoires deviendraient partie intégrante de l'État d'Israël. Je veux bien, mais pour l'instant, sur le plan sécuritaire, ce n'est pas jouable. C'est-à-dire, peut-être qu'en Judée-Samarie, on peut annexer. Pour l'instant, il y a une mainmise sécuritaire d'Israël sur la Judée-Samarie qui pourrait peut-être le permettre. Mais à Gaza, il y a encore des combats virulents, il y a encore cette présence terroriste qui est là, et donc mettre maintenant des citoyens israéliens dans des implantations exigerait de l'armée un déploiement énorme de bataillons pour les protéger, alors que nous avons encore au nord, vers le Liban, vers la Syrie, d'autres fronts à mener. La Judée-Samarie, je le rappelle, qui demande énormément de pression aussi militaire pour qu'elle soit sécurisée. Et donc, ça serait demander énormément encore aux réservistes, beaucoup de troupes encore, juste pour pouvoir protéger ces quelques implantations dans l'espoir qu'on puisse réoccuper et annexer Gaza. C'est donc tout simplement une difficulté sécuritaire, je dirais même budgétaire et de personnel, à un moment donné où l'un des ministres de ce même gouvernement danse en public en disant que plutôt mourir que de s'enrôler dans l'armée. Justement, parlons de la Judée-Samarie où il y a un important engin explosif qui a été saisi ce matin dans le village palestinien de Der Samat. C'est situé à l'ouest de Hébron. Est-ce que ça veut dire que désormais la Judée-Samarie peut être ou va devenir un autre Gaza ? On espère que non. Ça fait des mois maintenant que parallèlement à tous les autres combats, Tzahal et le Shin Bet font très très attention de ce qu'ils appellent la cocotte minute de la Judée-Samarie. C'est un endroit où il y a énormément de terroristes et de cellules, souvent même dormantes de terroristes, mais aussi de cellules qui ne dépendent pas du Hamas ou de l'OLP, comme la brigade de Jénine, donc des cellules un peu autonomes. Tout cela est extrêmement dangereux et donc demande depuis des mois la présence de beaucoup de bataillons, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malheureusement, le 7 octobre, des bataillons qui auraient dû être vers le sud d'Israël étaient déployés en Judée-Samarie, parce que c'est un endroit qu'il faut absolument tenir calme, et ça demande énormément de travail et de vigilance de la part de Tzahal, mais pour l'instant, on constate que les attentats, chaque jour, il y a des dizaines d'attentats qui sont planifiés et qui donc échouent ou sont déjoués par Tzahal, et qu'en ce moment, donc, il n'y a pas pour l'instant de soulèvement, en tous les cas populaire, il n'y a pas de troisième intifada comme en rêvent les terroristes, et que le Shin Bet fait un travail excellent dans la mesure où on arrive à supprimer des cellules avant qu'elles puissent commettre un attentat, et où on a arrêté beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a libéré beaucoup de monde pour libérer des otages, mais dans le même temps, nous avons arrêté énormément d'autres terroristes grâce aux informations fournies par le Shin Bet à Tzahal. Dernière question, Raphaël Jérusalemi. Le Hamas, les groupes terroristes, agissent dans la bande de Gaza, ils agissent en Judée-Samarie. Dans la bande de Gaza, vous nous l'avez dit, le Hamas est très affaibli, sur le point d'être défait, mais il y a aussi ce qui se passe en Judée-Samarie. Ce que perdent les groupes terroristes au niveau militaire, est-ce qu'ils sont en train de le gagner au niveau politique en termes de popularité dans les territoires palestiniens, plus seulement à Gaza, mais aussi en Judée-Samarie? Qu'est-ce qu'on sait concrètement de ça? Alors, en Judée-Samarie, il y a un regain de popularité du Hamas, mais c'est un vote de sanction. C'est-à-dire que les Palestiniens de Judée-Samarie sont très mécontents du gouvernement de Abou Mazen, de l'OLP. C'est un gouvernement corrompu qui n'avance en rien, ni leur cause, ni leur bien-être économique et social. Et donc, en sanction, ils se tournent vers le Hamas, alors qu'à Gaza, il y a une perte de popularité du Hamas par rapport à la population générale, avec certains signes d'une opposition qui commence à bouger. Et d'un autre côté, le Hamas est aussi en train de recevoir pas mal d'appui de l'extérieur, dans la mesure où on essaie de lui offrir une survie politique s'il dépose les armes. Merci. Aujourd'hui, en fin de compte, le Hamas pourrait
arrêter d'avoir des armes et juste faire de la politique. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, qu'on retrouve chaque lundi sur Radio J. Merci pour ces éclairages. Bonne journée à vous. Au revoir. Radio J.